Bonjour et bienvenue à En tête à tête avec la migraine, le balado qui explore les multiples facettes de la migraine. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet qui revient souvent dans les témoignages et qui soulève encore beaucoup de questions, les hormones. Comment les fluctuations hormonales, que ce soit à l'adolescence, pendant le cycle menstruel ou la grossesse, vont influencer la fréquence, l'intensité ou la nature des crises de migraine? On parlera de ça. On parlera également de traitements hormonaux et du rôle que les hormones peuvent jouer également chez les hommes. Pour mieux comprendre les interactions complexes entre la migraine et les hormones, nous avons le grand plaisir de recevoir Dr. Élisabeth Leroux, neurologue spécialisée en médecine des céphalées. Bonjour, Dr. Leroux. Bonjour, merci de m'inviter pour parler de ce sujet. Et avant de commencer, je veux juste mettre un point très clair, c'est que moi, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas spécialiste en contraception, mais je vais quand même essayer de transmettre de mon mieux des notions que j'ai apprises au fil du temps parce que je traite beaucoup de femmes. Alors forcément, j'en entends parler. Et la deuxième chose, c'est qu'on va parler beaucoup d'hormones. Donc, on va parler beaucoup d'hommes, de femmes, d'hormones féminines, d'hormones masculines. Et on va faire référence au sexe biologique. La situation des personnes transgenres qui reçoivent, par exemple, des traitements hormonaux, c'est un enjeu en soi. Donc, je tenais à clarifier ça avant de commencer. Mais merci beaucoup pour cette clarification-là. Puis, je suis certaine qu'on va pouvoir apprendre plein de choses au cours de notre épisode. Donc, pour débuter, j'aimerais d'abord qu'on aborde la question d'une migraine hormonale. On entend ça parfois. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, ce n'est pas un terme médical, OK? Il n'y a pas de définition scientifique de migraine hormonale. Le terme qu'on utilise, nous, dans la classification, qui s'en rapproche peut-être le plus, on parle de migraine menstruelle, donc qui fait référence au cycle menstruel. Ça, c'est un terme qui a une définition, donc une crise de migraine qui survient -2 à +3 jours par rapport au premier jour de saignement de la menstruation. Mais le terme migraine hormonale, ça reflète en fait les préoccupations des personnes qui vivent avec la migraine par rapport à l'impact des hormones. En général, c'est un sujet plus fréquent chez la femme. Et c'est pour ça qu'on va couvrir différents aspects. Donc, c'est pas un terme médical, ça reflète une réalité. Puis nous, en général, on va avoir un terme plus précis pour la migraine menstruelle. D'accord. Et puis, bon, évidemment, on parle de menstruation, donc on peut voir le lien avec l'adolescence, étant donné que c'est là que les règles vont débuter. Cette période-là de l'adolescence, qu'est-ce que ça va avoir comme impact au niveau de la migraine? Alors, si on regarde les études épidémiologiques, là, c'est quand on regarde ça des grands nombres de personnes, puis on regarde des moyennes de c'est quoi la fréquence de la migraine, par exemple, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 70 ans, et c'est assez clair que c'est une cloche, hein, où est-ce que, eh bien, les petits garçons puis les petites filles souffrent de migraine à peu près également. À peu près 5 à 10 % selon nos études. Et là, quand on arrive à la puberté, eh bien, les femmes se démarquent, donc la fréquence de la migraine va augmenter et va atteindre, même selon certaines études, dont des études canadiennes, jusqu'à 25 % des femmes quand elles sont dans la 30-quarantaine. Par la suite, à la ménopause, eh bien, la fréquence de la migraine diminue chez la femme qui va rejoindre l'homme après 50-60 ans. Les chiffres deviennent à peu près similaires. Donc, évidemment, la question de l'adolescence, hein, qu'est-ce qui se passe durant la puberté? Eh bien des choses. Fait qu'il y a plusieurs aspects. Le premier, évidemment, c'est l'apparition du cycle menstruel chez la jeune fille avec ses fluctuations hormonales. Et on sait que le cerveau migraineux est sensible aux fluctuations en général, à toute variation. Variation de température, variation de glycémie, variation d'humeur et variation hormonale. Donc, c'est sûr que ça explique en partie l'affaire. Mais ceci dit, il ne faut pas non plus parler uniquement du cycle menstruel ou de l'estrogène ou de la progestérone. Le cerveau féminin est différent du cerveau masculin sur certains points, plusieurs points. Il y a d'autres molécules qui sont différentes, d'autres aires. J'embarquerai pas là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a une différenciation qui se fait à la puberté qui est reliée de facto à l'augmentation de la migraine. Puis on n'a pas encore tout compris là-dessus. Alors, on peut parler des choses qu'on connaît, mais il y a bien des choses qu'on ne connaît pas. Puis si on regarde un petit peu plus précisément justement au niveau du cycle menstruel, les fluctuations hormonales qui vont arriver naturellement dans le cycle menstruel, ça va être quoi l'impact sur la migraine? Alors ça, on en sait quand même un peu. Alors je vais parler de 4 choses. La première, la plus évidente, pour laquelle on a le plus de science, c'est qu'autour de la menstruation, il y a
une baisse d'estrogène. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qui est bien connu, qui est observé. Et on pense que c'est basé sur la recherche, que c'est ça qui va faire en sorte que la femme va être plus sensible à la migraine. Le cerveau va avoir ce qu'on appelle un seuil abaissé. On parle de seuil souvent, cette espèce de limite où le cerveau migraineux va changer, quelque chose se passe, on est encore en train d'étudier ça, qui fait que la crise va se déclencher. Alors, durant cette période-là, le seuil est abaissé, entre autres à cause de la chute des estrogènes. Maintenant, quand on commence à saigner, quand on a des menstruations, c'est pas nécessairement la chute d'estrogène, l'histoire, c'est la chute de progestérone. Et les deux chutes ne sont pas nécessairement ensemble. Okay? Donc, oui, la chute de progestérone peut-être contribue, mais ça explique aussi pourquoi c'est pas toutes les femmes qui ont des migraines avant ou après, tu sais, ça varie. Cette histoire du -2 + 3 jours, c'est expliqué par cette dissociation entre la baisse d'estrogène et la baisse de progestérone. Donc, on a la progestérone. Ensuite, on a d'autres éléments, les prostaglandines. Ça, des prostaglandines, c'est des protéines inflammatoires et c'est relâché dans la cavité pelvienne parce qu'il y a une inflammation. Hein, l'utérus se libère de sa membrane, de son endomètre. Et ça, c'est irritant, ça fait mal. Hein, on sait ça, on a des crampes, c'est douloureux, il y a des contractions de l'utérus. Et ça, ça peut causer, il y a de l'inflammation dans le corps. Donc, juste ça peut favoriser la migraine. Puis ensuite, quand on a mal, on a mal, de première affaire. Puis des fois, on dort pas bien. Donc, il peut y avoir aussi des problèmes avec le sommeil qui peuvent favoriser l'arrivée d'une migraine. Et finalement, il y a aussi, surtout chez les femmes qui ont des gros saignements abondants, des variations des stocks de fer et de magnésium. Certains chercheurs pensent que ça pourrait contribuer au problème. Alors, on a beaucoup de pistes de réflexion. Et puis, est-ce que les épisodes de migraine menstruelle sont différents des autres épisodes de migraine? Alors oui, ils le sont. Ils sont pires. On le sait, on a de la recherche pour le soutenir, puis la plupart des femmes que je vois dans mon bureau le savent très bien, c'est bien connu. Donc, ils sont pires parce qu'ils sont plus sévères, plus difficiles à casser avec la médication. Ils vont souvent s'étaler sur plusieurs jours. Des fois, c'est une espèce d'alternance entre une petite mal de tête de fond qui vire vers la migraine. On traite la migraine, ça marche à plus ou moins, puis après ça revient, on a une récurrence. Alors, tout ça est bien connu. Et c'est important, ça, parce que des fois, on va ajuster le traitement en conséquence. Et souvent, en fait, quand je donne à mes patientes des traitements préventifs qui fonctionnent, quels qu'ils soient, souvent, la crise qui va rester, c'est la crise menstruelle. Donc, on pourrait voir une personne qui va avoir uniquement des crises de migraine lors de la période de menstruation et le reste du mois, ça se passe bien. Alors, c'est un point intéressant que tu fais parce que dans les faits, effectivement, on a deux termes médicaux. Tantôt, on parlait des termes. Donc, on a la migraine menstruelle pure, celle qui ne survient qu'avec la menstruation, -2 jours + 3 jours. Et on a la migraine menstruelle associée. Donc ça, c'est celle où est-ce que, oui, il y a plus de risque de migraine durant la menstruation, mais il y en a aussi ailleurs dans le mois. Alors, donc, c'est effectivement deux termes. Et oui, il y a des femmes, je dirais surtout dans la vingtaine, on va dire quand les filles sont, dit-on, réglées comme des horloges, là, quand le cycle est très régulier, où c'est frappant de voir que c'est quasiment la seule migraine qui arrive, c'est celle qui vient avec les règles. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle de la grossesse. Ça va être quoi l'impact de la grossesse sur la migraine? Alors, il y a encore une diversité de scénarios. Hein. La migraine, c'est comme ça. C'est jamais one size fits all. Mais on peut dire qu'à peu près 20 à 50 des femmes, même jusqu'à 80 selon certaines études, on va dire la majorité, OK, vont plutôt s'améliorer, surtout durant le 2e et le 3e trimestre. Pourquoi? L'hypothèse dominante, c'est assez simple, c'est que durant la grossesse, les taux d'hormones, c'est-à-dire d'estrogène et de progestérone, sont très élevés, extrêmement élevés. OK? La grossesse, c'est un phénomène majeur au point de vue biologique. Ils sont surtout très stables. Alors, il n'y a plus ces belles fluctuations du cycle menstruel et on pense que c'est ce qui explique la chose. Ceci dit, le 1er trimestre n'est pas toujours une partie de plaisir parce que là, à ce moment-là, les taux d'hormones ne sont pas stables. Donc, il y a des femmes chez qui le 1er trimestre est difficile. Il peut y avoir aussi les syndromes de vomissement associés au 1er trimestre. Les femmes vomissent beaucoup.
Et ensuite, il y a des femmes chez qui la grossesse ne change pas grand-chose et même certaines qui vont se détériorer ou qui vont avoir des complications associées à la grossesse. Donc, soit les vomissements, mais aussi, par exemple, les troubles de l'hypertension, des choses comme ça. Alors, c'est quelque chose, il y a plusieurs directions, mais en majorité, le deuxième trimestre, le troisième, des fois, ça va bien. À un tel point que j'ai des patientes chez qui la décision d'avoir un autre enfant, il y avait une petite partie de ça qui était inspirée de comment elles étaient bien enceintes au point de vue de la migraine. On pourrait comprendre. Oui. Pendant une grossesse, si une personne a des épisodes de migraine, j'imagine que le traitement va être différent, non? Très différent. Parce que la grossesse, c'est quelque chose qui est au niveau émotif chez l'humain, puis chez les animaux en général. La protection des petits, là, c'est ancré profondément en nous. Alors, c'est quelque chose où est-ce qu'on ne prend aucun risque. On voudrait un risque zéro. Un premier concept important, c'est qu'on voudrait un risque zéro, mais toute grossesse est associée avec des potentiels risques, donc des risques de complications de la grossesse, des risques de malformation, personne ne veut ça, mais il y a à peu près 2 à 3-4 selon les études des grossesses, où est-ce que, il va y avoir des malformations mineures ou majeures. Il y a des maladies génétiques, il y a toutes sortes d'affaires. Je ne veux pas effrayer celles d'entre vous là, qui pensent avoir une grossesse, mais ce sont les faits. Alors, donc, il n'y a pas de risque zéro. Mais c'est sûr qu'il y a des médicaments qui sont associés avec des risques. Alors là, on va ajuster, on va discuter, on va diminuer les doses, on va remplacer. Mais la première chose à savoir, c'est que si vous pensez à une grossesse, même si c'est juste dans votre pensée, là, dites-le à votre médecin. Parce que le plus tôt vous en parlez, le plus vous vous préparez. Il faut savoir qu'au Canada, il y a jusqu'à 50% des grossesses qui ne sont pas planifiées. C'est pas toutes ces grossesses-là qui sont menées à terme, évidemment. Mais il faut, le plus vite on y pense, le plus vite, le mieux on planifie, eh bien, le mieux on va se porter, en fait. Puis au niveau de l'allaitement, est-ce que là, il va y avoir des modifications à faire au niveau des traitements aussi? Oui, alors grossesse et allaitement, on va dire, se ressemblent quand même par la prudence. Puis si je reviens à la notion des traitements en grossesse, évidemment, c'est un sujet très sensible et je vais souligner que ce balado ne remplace pas l'avis de votre médecin. Tout à fait. Mais je vais quand même dire ce qui est écrit dans les lignes directrices canadiennes, parce que ça, c'est comme notre livre de recettes, hein, c'est ce que les médecins doivent suivre en théorie pour orienter leurs patientes. Donc, les traitements de crise, le plus d'études on a, puis le plus on découvre des petits risques et le moins d'options on a au fil du temps. Le Tylenol, par exemple, qui était considéré super sécuritaire. Bon, là, il y a des études qui disent est-ce qu'il est risqué, peut-être, est-ce qu'on en veut, est-ce qu'on n'en veut pas. Mais globalement, on va dire que la personne qui a des migraines enceintes peut utiliser du Gravol, du Tylenol, de l'Odansetron, le Zofran pour la nausée, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Les triptans, en général, on les évite. Donc, mais si on doit les utiliser, on va utiliser, par exemple, le sumatriptan, donc un vieux triptan pour lequel on a des preuves ou des évidences de sécurité. Les Gépants, Ubrelvy, Nurtec, nos petits nouveaux sur le coin. Alors, eux, contre-indiqués, c'est récent, on n'a pas de connaissances. Et surtout, leur mécanisme de blocage du CGRP, ça influence le placenta. Alors, c'est vraiment mieux de s'en tenir loin. Les anti-inflammatoires pour le traitement de crise, alors ça, souvent, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas les utiliser au premier trimestre, puis au troisième trimestre. Il nous resterait le deuxième. Rendu là, souvent, les choses vont quand même mieux, mais on va dire que c'est des options. En prévention, on a une option que tout le monde accepte, c'est le propranolol, donc un bêta-bloquant. Amitriptyline faible dose, aussi une possibilité. Et la toxine botulinique, de plus en plus, le Botox, là, on commence à en parler pour la migraine chronique avec la grossesse, parce que c'est une technique relativement locale. Hein, ça ne va pas dans le système. Donc, tu sais, c'est un peu le menu global de ce qu'on a en pratique ou dans les lignes directrices, les lignes canadiennes. Mais évidemment, ça reste ça, à discuter selon vos choix. Je vais dire que la plupart du temps, là, les femmes, ils veulent avoir des options qu'elles vont choisir de ne pas utiliser. OK? C'est-à-dire qu'elles veulent savoir si ça va vraiment mal, là, puis que je suis désespérée, là, est-ce que je peux faire quelque chose? Puis là, je leur dis oui, je leur donne une liste de médications. Je leur donne aussi, je les encourage à tester des choses comme les techniques de respiration, juste le repos, juste de dire, OK, t'es enceinte, là, tu peux aller t'allonger avec ton pack de glace, c'est correct, t'as pas besoin de pousser. L'acupuncture, certains blocs nerveux. Donc, on a des choix, mais bien souvent, je donne tous ces choix-là, puis à la fin, ils m'ont dit, finalement, j'ai rien pris, j'ai juste décidé de rien prendre. Mais pour certaines que je vois qui ont des crises hyper sévères, c'est bien d'avoir des options quand même. Oui, tout à fait.
On prend une courte pause qui me permet de vous parler d'un service offert chez Migraine Québec, le programme d'autogestion de la migraine. Il s'agit en fait d'une formation unique au Québec qui se veut un complément essentiel à votre suivi médical. Dans la formation, on vous propose différentes stratégies pour reprendre le pouvoir sur la migraine. En tant que co-autrice du programme d'autogestion de la migraine, je peux vous assurer qu'on a choisi les informations les plus pertinentes pour vous et que tout a été démontré scientifiquement pour que ce soit bien efficace pour avoir une meilleure gestion de la migraine. Ce programme est offert 100% en ligne. Vous trouverez tous les détails au www.migrainequebec.org et profitez du code promo BALADO10. De retour maintenant à notre invité. On a beaucoup parlé de femmes jusqu'à maintenant, mais du côté des hommes, est-ce qu'il y a une influence au niveau hormonal qui peut avoir un impact sur la migraine? Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai révisé la littérature en préparant le podcast. Et dans ma tête, il y avait une genre de zone d'ombre. Là. J'avais pas grand-chose. Puis effectivement, d'abord, les hommes sont moins migraineux que les femmes, comme on l'a dit. La testostérone protège contre la douleur. OK? C'est un agent antinociceptif, donc antidouleur. Alors, ça va sans surprise qu'effectivement, ça pourrait contribuer au fait que les hommes ont moins de migraines. J'ai trouvé aussi quelques rapports de cas qui signalaient que des femmes qui opéraient une transformation vers le sexe masculin, donc prenaient des hormones masculines, voyaient leur migraine s'améliorer. Alors, intéressant. À l'inverse, par exemple, les hommes qui opèrent une transformation vers le sexe féminin, prennent des hormones féminines, voient leur migraine augmenter. Alors, pour l'instant, c'est ce qu'on a sur les hommes, sur la testostérone, qui nous explique un peu cette situation. Si on regarde maintenant au niveau des traitements hormonaux, est-ce que ça peut avoir un impact sur la migraine? Alors, dans les traitements hormonaux, il y a, on va dire, deux grandes catégories. Là. Il y a la contraception et l'hormonothérapie de remplacement. Je vais parler maintenant de la contraception. Je pense qu'on va adresser peut-être l'hormonothérapie de remplacement dans le podcast sur la ménopause. Oui, parce que justement, on aura un épisode complet qui va y être dédié. Voilà. Alors, petit pitch ici, vous pouvez aller écouter l'autre podcast sur l'hormonothérapie de remplacement. Mais donc, puis j'ai brièvement mentionné les thérapies transaffirmatives. Donc, ça, c'est quelque chose, mais encore là, très peu d'évidence. Alors, sur la contraception, la pilule contraceptive, c'est une jungle, OK? Il y en a des dizaines, voire des centaines de formes disponibles. La plupart des neurologues ne sont pas des experts en contraception. Et la plupart des gynécologues ne sont pas non plus des experts en migraine. Alors, on voit maintenant émerger une nouvelle spécialité en santé de la femme où est-ce que certaines personnes deviennent un peu des experts des deux. Alors, c'est super. Mais en général, ça se peut que vous soyez confronté à quelqu'un qui vous guide puis qui est peut-être pas un expert dans tout ça. Mais tout ça pour dire que la règle numéro 1, première affaire, c'est que c'est imprévisible. OK? Si vous modifiez votre contraception de quelque façon que ce soit, observez les 2-3 prochains mois puis regardez ce qui se passe. Parce que oui, ça peut influencer, mais ça peut influencer en bien, en mal ou des fois pas du tout. Et si ça bouge un peu pendant 2-3 mois après le changement de contraceptif, bien, continuez d'observer parce que des fois, ça va se stabiliser après. On sait que la pilule contraceptive peut détériorer la migraine, c'est très, très clair. Mais chez certaines femmes qui ont des migraines menstruelles, bien, si on stabilise leur cycle avec la pilule en continu, par exemple, alors là, ça les aide parce qu'elles n'ont plus ces espèces de chutes là, d'estrogène, progestérone. Fait qu'à prendre en compte. Donc, quand on parle de pilule en continu, c'est qu'on ne prend pas là, la semaine de pause entre les deux boîtiers de pilules. On les poursuit. On continue. C'est-à-dire que la semaine de pause déclenche la menstruation. Hein, on induit une chute de taux d'hormones artificielle, mais qui est la même, qui mime un peu ce qu'on a naturellement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les pilules de sucre, les pilules placebo. Il n'y a pas d'hormones dedans. Mais la plupart des pilules peuvent être prises en continu. Et là, ça fait qu'il n'y a plus de menstruation. OK? Certaines femmes trouvent ça un peu désorientant. Hein? Donc, on est habitué d'avoir nos menstruations. Mais pour certaines, ça fait une grande amélioration des migraines. Et aussi, des fois, du SPM, du syndrome prémenstruel. Donc, c'est une option. Sinon, il faut s'assurer que si on prend des pilules cycliques, que la chute du taux d'estrogène soit la moins grande possible. Donc, ça, c'est à voir aussi avec le médecin.
On a aussi des pilules où est-ce qu'il n'y a pas d'estrogène, hein, qui sont aussi sécuritaires, notamment pour les femmes qui ont des auras. Tu sais, on dit souvent que les femmes qui ont des auras, c'est mieux de ne pas prendre d'estrogène. Donc, on a des pilules avec estrogène seulement. Et ensuite, on a le stérilet. Et là, le stérilet, moi, en général, il y en a sans hormones et avec hormones. Moi, je le considère plutôt neutre au point de vue. Mais encore là, il s'agit d'observer. J'ai entendu des anecdotes, en pire, en mieux. Tout est possible. Alors, morale de l'histoire, là, ça peut changer. Surveillez ce que vous faites, puis comptez-le dans votre plan thérapeutique quand vous parlez avec votre médecin. Là, si vous venez de changer votre pilule, comptez ça dans votre analyse de calendrier. Puis, quel conseil on pourrait donner à quelqu'un qui vit avec des migraines qui semblent influencées par des changements hormonaux? Alors, si on regarde ça, il y a plusieurs différentes... Encore là, c'est toujours la même... comment dire? Il y a plusieurs approches. OK? Je vais essayer d'y aller un peu by the book. La première chose, c'est de faire un calendrier parce que ça a été montré que les femmes ont des fois tendance à surévaluer l'impact des menstruations sur leur migraine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les autres crises. Okay? Si vous essayez juste de regarder les hormones, des fois, vous manquez d'autres éléments. Alors, calendrier, première étape, pour bien s'assurer de qu'est-ce qui se passe là exactement. Ensuite, des fois, j'ai dit que les crises étaient pires. Alors là, ça nous prend un gros gun. Hein? Ça nous prend des fois des traitements ajustés pour la crise, des traitements plus efficaces ou des combinaisons de traitements. J'ai des patientes où là vont utiliser les sprays, les injecteurs, les affaires hardcore, là, les choses plus puissantes. Et aussi, il faut se préparer des fois à traiter plusieurs jours de suite parce que ces crises-là ont tendance à durer plusieurs jours. Donc, il y a une préparation au niveau du traitement de crise. Si on regarde les habitudes de vie, c'est sûr que dans la mesure du possible, c'est pas toujours possible, mais quand on sait qu'on est dans cette période-là, est-ce que c'est possible de surveiller un peu notre sommeil, de pas prendre un gros engagement? Mais ça, les femmes, tout le monde le sait, là, c'est pas facile de gérer sa vie en fonction de son cycle. Là, alors, on fait ce qu'on peut, on va dire. Finalement, il y a aussi une approche qui s'appelle la mini-prévention. On a dit que durant les règles, le cerveau migraineux était comme plus sensible, hein, plus fragile aux crises. Des fois, on va prendre un traitement tous les jours comme une petite prévention, mais juste pendant 5 à 7 jours, durant cette période fragile-là. Et ça peut être des anti-inflammatoires, ça peut être des triptans, ça peut être des gépants, comme un petit coussin, une petite protection supplémentaire, mais juste durant cette période-là. Si vous êtes pour faire ça, là, faites un calendrier juste pour pas faire ça pour rien. Et finalement, si vous avez plein de crises, là, il n'y a pas juste les règles, là, considérez une prévention. Si vous avez 5 jours de crise menstruelle, mais finalement 5 ou 8 ou 10 autres jours, optimisez votre prévention parce que ça va aider toutes vos crises. Il y a beaucoup de choses à faire, en fait. Puis après, on a parlé de la contraception aussi, qui est potentiellement une option dans certains cas. Alors, il y a quand même plusieurs options qui peuvent être aidantes. Oui, tout à fait. Mais encore là, je le souligne, puis c'est pour ça que je vous donne beaucoup de détails, parce qu'il y a quand même pas mal de médecins, comme je dis, surtout des neurologues, là, où est-ce qu'on n'est pas très familier avec ça. Alors, voilà, des fois, il faut essayer de trouver un peu nos solutions, puis essayer de bien comprendre ce qui se passe. Oui, puis aussi de bien comprendre que chaque personne va être différente, va réagir de façon différente. Donc, parfois, il faut faire quelques essais, je présume, avant de trouver la formule qui sera la meilleure. Exact. Puis, je ne l'ai pas mentionné, mais dans les contraceptifs, quand on fait un choix, il n'y a pas juste la migraine dans l'équation, il y a d'autres choses. OK? Donc, il y a des doses, il y a des questions de bénéfices aussi. J'ai des patientes qui prennent de la contraception pour l'acné, d'autres qui prennent de la contraception parce qu'ils ont des douleurs menstruelles, des gros SPM. Alors, moi, des fois, là, j'envoie la patiente gynéco, puis je dis, écoute, là, on va se parler, puis on va travailler ensemble. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Alors, on arrive déjà à la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a certains points qu'on n'a pas encore abordés, que vous jugez qu'il serait pertinent de partager avec nos auditeurs? Alors, sur mon radar, j'en vois pas, mais je tiens à souligner à ceux et celles qui nous écoutent que c'est vraiment un aspect de la migraine qui est extrêmement diversifié, qui demande beaucoup d'ajustements. Et qui fluctue au fil de la vie parce que les besoins des femmes fluctuent. Hein? La pilule qui nous allait bien à 22 ans, peut-être qu'elle nous va plus bien à 35 ans. Puis peut-être qu'avant ou après une grossesse, la situation n'est pas la même. Donc vraiment beaucoup d'ajustements nécessaires. Puis en tout cas, j'espère que ce qu'on a discuté va peut-être vous donner des idées, des pistes de solutions pour vous orienter sur ce chemin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Dr Leroux. Je pense que ça nous a donné beaucoup d'informations du côté de la migraine et des hormones. Puis merci à vous d'avoir été à l'écoute et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de En tête à tête avec la migraine.